En Guinée équatoriale, les biens du vice-président Théodorin Obiang-Nguema saisis en Afrique du Sud. On va également parler du Burkina Faso, suspension des activités des partis politiques. Des opposants attaquent la décision en justice. Cameroun, affaire Zogo, les suspects passent devant le commissaire du gouvernement. Et puis on termine par le Togo, législative en 2023. L'opposition va-t-elle renaître de ses cendres? C'est une question, on va la poser et poser tant d'autres à nos chers invités. Les invités du jour, Sana Veyuel Komlan Sadio Etou, il est analyste économique et sociopolitique. Firmin Teko Agbo est également là, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Et puis Kwamivi Akleso, ils sont consultants et coach en entrepreneuriat et en politique. On va les saluer. Sana, bonjour, vous allez bien? En pleine forme? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et bonjour à tout le monde et spécialement au coach Essor. Ça fait quelques jours, sinon plusieurs mois qu'on ne s'est plus vu. Je suis content de le revoir ainsi que mon éternel ami le barbu de la géopolitique internationale. Le barbu, tout va bien? Oui, je vais bien. Merci de m'avoir invité. Coach, bonjour. Oui, bonjour. Je vais également très bien. Comme Sana l'avait dit, je suis quand même ravi de le revoir parce que ça doit faire 6 mois qu'on ne s'est plus retrouvé sur un plateau comme ça. Je pense que ça doit, à partir d'avril, comme ça, on ne s'est plus vu. Peut-être que c'est par rapport à nos occupations. Et le filmer aussi, je pense que ça fait 2 ou 3 mois, on ne s'est plus vu. Même si on est amis, qu'on se parle à travers le téléphone. Merci également pour quand même avoir réussi à nous réunir, même si on ne va pas s'entendre ici. Ça c'est clair. Dieu merci. C'est ce qui fait la richesse du débat. On commence donc par la Guinée équatoriale et on commence par vous, coach Essor Kwamivi à Clessor, 2 propriétés du Cap, un endroit de luxe amarré au bord de cette ville appartenant à Théodoro Nguema Obiang-Nguema, surnommé Théodorin, ont été saisis par la justice sud-africaine. Cette saisie fait suite au rejet en début février d'un appel déposé par le vice-président de la République de la Guinée équatoriale. Après le Brésil, après la France et d'autres pays, c'est maintenant l'Afrique du Sud, Théodorin, le vice-président de la Guinée équatoriale. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans les pétrins? Non, c'est pas qu'on peut dire. Il est dans le pétrin, sauf que ce n'est pas les mêmes accusations. La France et Consort lui l'avait accusé de mal bien acquis. Mais ici, c'est une sorte de règlement de compte. En 2013, je pense, il y avait un Sud-Africain qui voulait créer une compagnie aérienne en Guinée équatoriale. En ce moment, celui-là, Théodorin, était le ministre, il était chargé de la sécurité et de la descendance, quelque chose comme ça. Donc, c'est lui, son petit frère faisait affaire avec le Sud-Africain et il est intervenu, puis il a enfermé le Sud-Africain. Donc, l'année, en 2021, on l'avait accusé et on lui dit, la justice l'avait sommé de rembourser 2 millions d'euros au Sud-Africain. Il a refusé. Donc, ici, je pense que c'est uniquement une sorte de règlement de compte parce que l'année passée, quand on l'avait refusé, cette fois-ci, il a plaidé en appel et c'est suite à l'appel maintenant qu'on sait bien. Mais moi, je me dis aussi que dans la nature, quand tu commets aussi des erreurs ou quand tu ne fais qu'à ta tête, ça peut te rattraper aussi. Il avait enfermé son petit frère en 2018. Son demi-frère récemment. En 2018, parce qu'il aurait vendu un avion à l'Espagne, donc, alors que lui-même, il vole beaucoup. Donc les Sud-Africains n'ont fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. Ce que ça fera une mauvaise jurisprudence, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est comporté mal avec votre ressortissant qu'on le fait. Parce que ce n'est pas, ici on ne l'accuse pas de bien mal acquis, tout ça. Juste que on le dit, si il ne rembourse pas à l'autre, alors là, lui aussi il est dans le prétexte. Donc pour dire que la vie des enfants de présidents en Afrique, on le connaît déjà. Il faut que ça change. Et comme moi, je sais que les gens de réseaux sociaux sont là pour nous insulter encore. Au lieu de dire si la France arrête Théodorin là un jour, on va dire que la France fait quoi, mais jusqu'à présent, ni l'Afrique l'Union africaine, ni une institution africaine n'a inculpé ouvertement Théodorin. Mais
quand les Occidentaux vont le faire, d'abord, c'est eux qui ont reçu les États-Unis, l'Angleterre, la France et puis le Brésil. Et si on va l'inculper ou bien on le met maintenant dans une prison, vous allez voir tous les pseudo-kémicois là vont surgir pour dire que non, mais on n'a qu'à voir la personne. On dit il y a deux villas énormissimes avec un yacht de 60 mètres. Tout ça là, c'est de la dame de la femme. Mais personne ne dit rien parce que pour le moment le blanc ne s'est pas mêlé. Mais quand le blanc veut corriger quelque chose un peu, donc c'est pour dire que il faut que le train de vie de nos enfants, des présidents, pour ne pas dire des princes, changent comme ça. Ce n'est pas bien, quoi. Et les autres, ce n'est pas lui seul, puisqu'on avait appris aussi que le président RDC, il n'allait que dans les boîtes de nuit quand ils étaient en Belgique. L'actuel président. Oui, l'actuel président, tu sais que dit. C'est ce qu'on a appris. Est-ce que c'est vérifié? Il a vécu en Belgique. Il a fait. Ce n'est pas que. Il y a des photos, des vidéos quand il était dans les boîtes de nuit et tout ça là. Et nous-mêmes, nous savons très bien ce que nos princes là font. C'est quand même des humains, il faut le préciser. Non, c'est des humains. Quand vous êtes appelé, George Bush était drogué. Mais pour être président, on l'a fait, comment ils appellent ça? La désintoxication avant qu'il ne devienne président. Donc, ça veut dire que, comme on sait qu'il y a son avenir, on a changé. Mais je dis que Tshisekedi, ce n'était pas lui qui devait être président, mais on l'a débarqué directement. Imagine que la France l'avait enfermé. Ce qu'on devait entendre, c'est pour dire que ne faut pas qu'on donne une mauvaise image à l'Afrique. Mais je ne suis pas d'accord sur ce que la justice sud-africaine fait, parce que tout ce qu'on dit, c'est un règlement de compte qu'ils sont en train de faire. Alors, vous pensez aussi à un règlement de compte, Sana, VUL Sadio, comme moi Sadio et tout, c'est un nom aussi long, ou bien Théodorin, ce sont ces habitudes qui le suivent finalement? Non, en réalité, comme mon ami Essor vient de dresser le tableau, tout laisse à croire qu'il s'agit d'un règlement de compte. Parce que comment comprendre que lorsque deux personnes qui sont en affaires, ils ont un problème, je veux parler de M. Théodorin, comme on l'appelle si bien, avec l'homme d'affaires sud-africain qui décide, en tout cas c'est le récit que nous avons appris sur les médias, il décide qu'on lui rembourse sa part d'investissement dans un projet qui n'aboutit plus. Le monsieur dit qu'il n'a pas les moyens, il paraît qu'il appelle, l'homme d'affaires appelle, se plaint auprès de quelqu'un. Non, le fils appelle quelqu'un ou bien on l'appelle lui-même. Et rapidement, en 10 minutes, des éléments de force spéciales viennent embarquer l'homme d'affaires sud-africain qui passera ensuite 491 jours dans une prison. Mais moi, je me dis, où est le mal de M. Théodorin dans tout ça? Vous imaginez, donc, est-ce que cela veut dire que c'est M. Théodorin qui est responsable d'un mauvais fonctionnement de la justice équato-guinéenne? C'est la question qu'il faut se poser. Ouais. Normalement, c'est l'État guinéen, l'État équato-guinéen, si c'est elle qui n'a pas rendu une bonne justice, qu'il faut sanctionner. Je ne sais pas si je me fais comprendre suffisamment. Ouais. C'est-à-dire que si la justice togolaise, par exemple, donne ou bien rend un jugement injuste qui est porté vers d'autres instances ou juridictions internationales qui tranchent autrement le conflit, ce n'est pas le plaignant qu'on sanctionne, à ce que je sache. Je crois que sur cet exemple, on a par exemple la Cour de justice de la CEDEAO qui a plusieurs fois sanctionné l'État togolais, mais jamais le plaignant qui était en face, n'est-ce pas, de ceux qui ont été lésés dans leurs droits. Donc je crois que c'est une exception. Je ne sais pas comment la justice sud-africaine fonctionne, mais moi personnellement, je suis étonné de cet état de choses. C'est l'État équato-guinéen qu'il faut sanctionner. Peut-être comme ils n'ont pas suffisamment assez de couilles en acier trempé pour saisir les biens de l'État équato-guinéen, on s'en prend un maillon plus faible dont les biens sont sur nos côtes, etc. Est-ce que c'est un maillon faible quand même? Bon, moi je me dis qu'ils ont choisi le côté le maillon le plus faible parce que c'était des biens dont ils avaient la portée était à leur main. C'était à portée de leur main, donc ils s'en ont accaparé. Sinon, moi je pense que ce n'est pas comme ça qu'une justice devrait être rendue
défendu. Quand bien même, si le monsieur a été lésé dans ses droits, c'est à la justice équato-guinéenne qu'il faut rendre, qu'il faut demander. Écoutez, on nous dit que un homme d'affaires équato-guinéen porte plainte. Il paraît qu'il appelle le fils du président pour se plaindre et des éléments des forces spéciales viennent embarquer cet individu. Où en est la responsabilité de M. Théodorin, juste parce qu'on lui a passé un appel. Et encore, comment est-on arrivé à savoir avec conviction que c'est lui qu'on a appelé? C'est trop facile, non? J'ai un problème avec vous, je prends mon téléphone, je me plains auprès de quelqu'un, mais vous déjà là-bas, vous savez qui j'ai appelé pour me plaindre? Parce que vous suivez mon téléphone, vous avez les numéros dans mon répertoire. Mais je crois que c'est quand même facile, cette manière de vouloir régler ce problème. Alors, Firbin, entre la décision de la justice sud-africaine de rembourser 2 millions, on se souvient, d'euros à l'homme d'affaires sud-africain Daniel Jans Van Rensburg pour arrestation illicite et torture dans le cadre d'une affaire qui remonterait, nous dit-on, en 2023. Et finalement, les biens de Théodorin en Afrique du Sud, est-ce que vous voyez un lien? Vous savez, moi, je ne veux pas trop épiloguer sur les faits. Parce que l'Afrique du Sud est en train aussi de tirer le drap de son côté. Donc, c'est un Sud-Africain qui est au centre des débats. Donc, il faut tout faire pour le protéger au détriment de l'étranger. C'est ça, en fait. Ils ont quand même l'habitude de le faire, en Afrique du Sud. Il faut le faire. C'est-à-dire, il y a des pays qui protègent suffisamment leurs concitoyens, les États qui protègent leurs enfants, leurs concitoyens. Donc, je pense qu'on est dans cette dynamique-là avec l'Afrique du Sud. Parce que tout ce qui est déballé dans cette affaire, si on veut voir jusqu'au fond, au fait, on dirait que Théodorin, il est un peu lésé dans cette affaire. Mais je ne voudrais pas trop revenir sur la question, parce que l'Afrique du Sud protège. Et puis, il a des propriétés dans ce pays, il y a derrière tout ça. Finalement, il a des propriétés partout. Il a des propriétés partout. Je vais revenir sur ça. Donc, en fait, l'Afrique du Sud se dit, bon, si on saisit ces biens, donc ça devient une propriété sud-africaine, ça ne va plus lui appartenir. Donc, c'est l'Afrique du Sud qui sort vainqueur de cette situation. Maintenant, la deuxième chose que moi, je voudrais faire observer, quand on parle de Théodorin Obiang-Nguema, il a trouvé tous ces biens-là où? C'est la question qu'il faut se poser. Il a trouvé tous ces biens-là où? C'est un corrompu. Il a fait quoi dans sa vie pour avoir tout ça? Il est quand même le vice-président. Il est le vice-président. Quand on est vice-président, on peut gagner 3 millions, 5 millions d'euros par mois. Regardez toutes les propriétés qu'il a. Il était mouillé dans une affaire au Brésil entre-temps. Vous vous rappelez. Regardez par exemple les fils de président et les chefs d'État qui ont des biens un peu partout. Quand on parle de biens mal acquis, par exemple, quand on parle de Sassou Nguesso, quand on parle de Mobutu et autres, ils ont eu des biens. Même le papa Obiang-Nguema, quand on parle de biens mal acquis, Vous parlez de Sassou ou bien Denis Christel? Non, je parle de Sassou, le président. Mais ses enfants aussi, quand on parle des biens de la famille, Sassou Nguesso, c'est en France, ils ont des appartements, ils ont des voitures même qui n'utilisent même pas, qui ne conduisent même pas, qui sont garés comme ça dans des appartements. Ils ont des villas pas possibles qu'ils ont en France et dans d'autres pays. Parce que nous avons des informations qui nous viennent beaucoup plus de la France parce que nous suivons régulièrement les médias français. Quand on parle de Sassou Nguesso, quand on parle de Obiang-Nguema, quand on parle de la famille Bongo, ils ont tous des biens à l'extérieur. La famille Biya, Biya qui a fait de la Suisse son second pays et il va dépenser énormément dans ce pays-là où c'est un pays où il se repose régulièrement. Regardez, le petit Nguema, il a trouvé ces biens-là où? C'est du vol, c'est de la corruption. Ce n'est pas sérieux. On est en train de piller l'Afrique comme ça. On a des propriétés à l'extérieur. Alors que en Guinée équatoriale, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui ont du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. Il y a des gens qui manquent de sous pour se soigner à l'hôpital. Parce que la Guinée équatoriale ne fait pas partie des pays les plus développés au monde. Le papa est là, ça plus de 40 ans, il a plus de 80 ans. Il a du mal à passer la main. Il vient d'être reconduit. Moi, je dis reconduit parce qu'élu à plus de 80%. Donc, c'est une certaine reconduction, un score à la soviétique. C'est 99%. Voilà, vous imaginez, c'est écœurant. C'est écœurant tout ça. Donc, juste dire, ils ont trouvé ces biens-là où? C'est ça, en fait. Quand on dit, on accuse les autres, on accuse les pays occidentaux, soi-disant, ils sont en train de nous piller, tout ça. Regardez, moi, il faut que nous aussi, nous arrivions à faire étalage d'une certaine moralité, mais on n'arrive pas à le faire. C'est tellement difficile. Quand le coach, par exemple, c'est la troisième chose que je voudrais faire observer, quand le coach parlait de justice,
qui va faire quoi ou dans quelle justice? Ici en Afrique, nous-mêmes, on n'arrive pas à juger nos propres éléments. Regardez, vous vous rappelez comment Hissène Habré a été jugé. Il a fallu que l'Union européenne, Hissène Habré, l'ancien président tchadien qui a passé du Tchad, au Sénégal, jugé au Sénégal. Jugé au Sénégal. Mais ce n'est pas le Sénégal qui l'a jugé. Ce n'est pas l'Afrique non plus qui l'a jugé. Parce qu'il a fallu que l'Union européenne, il a fallu que les États-Unis, les institutions internationales mettent de l'argent dedans avant qu'on ne juge Hissène Habré, un ancien dirigeant africain. Regardez même ce qui est en train de se passer en Guinée, Conakry. C'est la CPI et les puissances occidentales qui sont derrière Doumbouya, qui sont en train de lui dire d'organiser ce procès. Sinon, lui seul, en tant qu'individu président, ne peut pas, il n'a pas les couilles nécessaires pour organiser ce procès-là. Je dis qu'on n'a rien, en fait, en termes d'institutions fortes judiciaires pour pouvoir juger nos dirigeants ou nos fils de président. L'autre chose, c'est que pour chuter, c'est tellement difficile avec les fils de président. C'est-à-dire, si c'est ceux-là qui vont succéder à leur père, mais je pense que l'Afrique doit craindre pour son avenir. Alors, coach, est-ce que, selon vous, un consensus sera trouvé entre l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale, ou bien entre le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Teodoro Obiang-Nguema, le père de Teodoro? En réalité, quand il s'agit de deux hommes d'affaires ou de deux pays qui font affaire, c'est le droit international qui doit statuer. Parce que la justice guinéenne aussi ne pas se connaître de l'affaire là comme ça. Et aussi la justice africaine, on devait peut-être, je suis sûr qu'au moins au niveau de l'Afrique australe, il devait avoir, entre l'Afrique centrale et l'Afrique australe, il devait avoir une justice où carrément l'Union africaine peut intervenir dans ce dossier. Mais ce que je dis, et je vais réexpliquer. C'est vrai que Nguema, voleur, tout ce qu'on peut dire de lui, mais ce qui se passe ici, c'est qu'on est en train de violer son droit. Et le juge sud-africain sait pertinemment que ce qui s'est passé là-bas, peut-être qu'on peut reposer tout à l'État guinéen. Ça, il n'y a pas de problème. Même si quelqu'un a interpellé Théodorin, peut-être que la personne se sent lésée parce que le projet n'a pas abouti et que l'autre a investi dedans. Donc c'est pour ça et il demande. Peut-être que si on n'avait même pas interpellé peut-être le président là, c'est le Sud-Africain qui aurait biaisé le Équateur-Guinéen. Donc, ce dossier, je pense que c'est la justice sud-africaine va trop vite à la besogne parce qu'ils ont dit maintenant qu'ils vont mettre ces villas vente aux anciens pour rembourser, pour payer l'autre là. Je pense que on n'est pas à l'époque où on n'est pas au moment où l'Afrique doit encore faire des étalades de violence où un État africain se lance. Il faut qu'on évite ça. Si on peut régler, on règle aussi cela. Maintenant, comme on l'avait dit, je me suis dit que l'Afrique du Sud a surfé seulement sur le comportement ou la mauvaise vie de Théodorin ou l'épingler dans cette histoire. Mais il faudrait qu'on aide de là. C'est vrai que Fumi a dénoncé la vie de nos princes présidents. Parce que c'est cela. Maintenant, on peut aussi inculper Théodorin dans cette histoire parce qu'il était le vice-président, ou il est le vice-président. Donc, il s'occupait également de sécurité et quelque chose lié au territoire. Donc, peut-être que c'est par cela qu'on est en train de l'occuper. Parce qu'en droit, quand j'envoie quelqu'un pour exécuter une mission, je suis responsable de celui qui a l'exécuter. Donc, il se peut que Théodorin est appelé le juge pour intervenir, peut-être c'est pour ça. Mais tout ce que je dis, on peut régler cette histoire sans quand même réquisitionner ou saisir ses biens. Et on ne devait pas aller là-bas, c'est au dernier, parce que ce n'est qu'un appel. Peut-être qu'il va rester au niveau de la cour d'appel, ou pour ne pas dire la cour de cassation sud-africaine, pour certifier. Maintenant, s'ils vendent et que la cour de cassation donne raison à Théodorin après, comment on va réacheter le village chez ceux qui ont payé, comment on va faire? Donc c'est pourquoi il ne faut pas trop aller vite à la maison. Donc il faudrait que en droit, chaque fait juridique
donne une situation, permet au droit d'évoluer. Donc on peut déjà penser à une justice inter-État ou je ne sais pas comment elle doit faire pour que les problèmes là qui surviennent, qu'on puisse le régler. Vous voyez le cas de Mali et Côte d'Ivoire, sans Faure et Swazima et notre président, plutôt, peut-être qu'on n'aurait pas déclenché cette histoire. Donc, il faudrait qu'il y ait une justice inter-État qu'on peut faire circonstanciellement pour régler ces gens pour qu'on n'entende pas des violences entre les États africains pour des inutilités. Bon, allez, on va marquer la première pause. On revient pour la suite avec vous, chers invités.